Mesdames, Messieurs, bonsoir. Question d'actualité vient chez vous. Il y a une question qui vraiment talonne l'actualité, vous le savez tous, le problème des Minembwe. Minembwe qui venait d'être érigé en commune rurale. Minembwe, l'opération a été suspendue ou mise à frigo par le chef de l'État. Il s'est exprimé, nous l'avons tous suivi, et qui a mis en place une commission d'experts qui sera composée d'experts non originaires pour éclairer l'opinion. Et alors ce soir, nous revenons, la RTNC revient sur ce problème des Minembwe pour essayer d'éclairer l'opinion et aussi nos téléspectateurs qui voudraient savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Et nous avons ici comme notre premier invité, Dr Ilunga. Dr Ilunga, vous le savez, c'est un ancien président du RCD ou RCD Goma, le deuxième disons, et le tout premier à signer l'acte qui devait ériger Minembwe en commune. Il est aujourd'hui avec nous. Nous allons revenir un peu sur l'historique, qu'ils nous disent dans quelles conditions tout cela s'est passé. Alors, docteur Ilunga, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la RTNC. Et le public aimerait un peu savoir aujourd'hui, les problèmes de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre. On a vu dans les réseaux sociaux comment les gens se sont bousculés pour réagir à ce problème de Minembwe. À l'origine, qu'est-ce qui s'était passé? Je commencerai par faire un point d'histoire. Exactement. Le Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, a été créé à la suite d'un conflit entre les alliés rwandais et le Mzee Laurent Kabila. Et lorsque les troupes rwandaises ont été évacuées vers Kigali, j'ai reçu une délégation à Bruxelles, conduite par Wamba Diawamba et Bouguera. Ils sont venus me chercher à Bruxelles pour aller à Kigali. Je ne savais pas exactement pourquoi. Nous sommes arrivés à Kigali et là, je trouvais d'autres camarades, notamment les Tambomamba, les Lundabululu et les Karaha. Et nous étions à Kabuga. C'est à Kabuga que nous avons élaboré la charte révolutionnaire pour créer le RCD Goma. Je dis révolutionnaire parce que moi-même, j'avais participé à la première guerre avec Kabila et Kisassou Ngandou. Là, c'était la guerre de l'AFDEL. Ça, c'était la guerre de l'AFDEL. Pour renverser Mobutu. Pour renverser Mobutu. J'étais des trois qui étaient au Rwanda, avec Kisassou Ngandou et Laurent Désiré Kabila, pour faire ce que nous avons appelé la guerre mondiale, la première guerre mondiale africaine. Sans cela, on ne peut pas comprendre pourquoi nous nous sommes retrouvés pour la seconde guerre. Moi, j'étais le président des gendarmes katangais et je dirigeais les gendarmes katangais en Angola. Et en Angola, j'ai convaincu le gouvernement angolais pour participer à cette première guerre mondiale. C'est ainsi que les gendarmes katangais ont été transportés à Kigali, ont fait la guerre de 7 mois jusqu'à Kinshasa. Si j'évoque cela, c'est pour mieux comprendre la raison pour laquelle j'ai quitté la direction, la première guerre, pour entrer à Kinshasa. C'est parce que
Luanda, lorsque nous étions à Kenge, le gouvernement angolais avait souhaité nous réunir pour former le premier gouvernement où je devais assumer le rôle de vice-président. Et pour nous, il était question d'intégrer l'opposition interne, c'est-à-dire Tshisekedi, et les chrétiens. Kabila avait refusé, avait tout balayé, sous l'influence sans doute des alliés rwandais. À ces conditions-là, j'avais refusé de participer au premier gouvernement. C'est pour cela que je n'ai pas été ici, à Kinshasa, lors de la première arrivée, l'épopée de 7 mois. Alors, pourquoi m'engager dans un autre processus de guerre? C'était parce que l'idéal qui était le nôtre, avec Laurent Désiré Kabila, la démocratie, la liberté, j'ai constaté que la première année, ces valeurs pour lesquelles on se battait étaient bafouées. Le premier point qui m'a choqué, c'est que Kabila avait envoyé Étienne Tshisekedi à Kabeya Kamwanga. C'était inadmissible. Et pourtant, Tshisekedi avait tout fait pour voir son frère Kabila. Le second point, c'était la création des députés nommés, envoyés à Lubumbashi. Et les pratiques, les travers qu'on combattait lors de la dictature de Mobutu sont revenus. La légèreté, la gabegie, les coteries, enfin, tous les travers. Et c'est pour cela que j'ai appelé la Seconde Guerre une guerre révolutionnaire rectificative. Et pourquoi vous n'aviez que comme alliés les Rwandais? La première guerre, c'était vos alliés, c'était des Rwandais, et la deuxième guerre rectificative, telle que vous le dites, vous êtes encore retourné auprès des Rwandais. Je ne suis pas retourné, on est venu me chercher. D'abord, au départ, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quand j'ai débarqué, j'ai constaté que ce que j'avais deviné, je connaissais Kabila, ce que j'avais deviné dès le départ, c'est que la cohabitation entre les Rwandais et Kabila était impossible. Le comportement dès le départ de nos alliés était un comportement d'arrogance, ce que Kabila ne pouvait pas longtemps supporter. Et moi, je suis parti tout de suite. Et j'ai perdu mon compagnon de lutte, le commandant Kisassou Ngandou, dans des conditions que l'on ne sait pas. Pourquoi le Rwanda? Mais les autres pays, l'Ouganda était également dans le coup, la Tanzanie était également dans le coup. Si Wamba Diawamba est venu me chercher à Bruxelles, il ne venait pas de Kigali, il venait de Dar es Salaam. Et justement, vous parlez de l'Ouganda, vous parlez de la Tanzanie. Est-ce que, en dehors de ces pays africains, l'Ouganda, la Tanzanie, il n'y a pas une main internationale quelque part qui était là en train de réanimer ou bien de pousser à cette guerre qu'on a mis le Rwanda à l'avant-plan?
Je dois vous avouer que je n'étais pas à Kinshasa, mais j'ai suivi les événements. J'étais au PRP, le sous-slof, c'est-à-dire celui qui était chargé de l'idéologie et des questions politiques et des questions d'alliance. À partir du moment où je n'étais plus à côté de Kabila, Kabila était un homme difficile à contrôler. Donc vous voulez dire en dehors du Rwanda, de l'Ouganda, il n'y a pas... Non, je voulais dire ceci, qu'en réalité, les relations entre Kabila et les pays qui nous aident, notamment les États-Unis, notamment les États-Unis et les Nations Unies, les rapports avec ces grandes puissances n'étaient pas bonnes. Du fait de qui? Probablement de Laurent Désiré Kabila. Parce que, il faut l'avouer, si nous sommes arrivés, s'il est arrivé au pouvoir, c'est grâce à ces grandes puissances. A-t-il bien géré cela? Mais est-ce que quelque part, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui croient, qui voient en Laurent Désiré Kabila un véritable héros qui tout simplement, il voulait résister à ce que ces grandes puissances viennent imposer leurs lois au pays. Il voulait que le Congo soit réellement pour les Congolais. Je ne doute pas un seul instant que Kabila fut un révolutionnaire. Nous étions au maquis de Fizi Baraka. Et moi, j'ai représenté le PRP en Europe. Mais il y a un comportement qu'on peut avoir lorsqu'on est en lutte, lorsqu'on est révolutionnaire, maquisard. Mais à partir du moment qu'on devient chef d'État, le comportement change. On n'a plus le même comportement, les mêmes attitudes. Et il faut gérer ces grandes puissances. Il y a des intérêts en jeu. Les grandes puissances ont mis beaucoup d'argent. Ils ont pratiquement poussé Mobutu dehors. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas ménager ces grandes puissances? Il a manqué un peu de diplomatie. Il a manqué de tact. Je ne dis pas de diplomatie. Diplomate, il était de tact. Mais il n'était pas bien entouré. Moi qui étais son collaborateur le plus proche, du point de vue diplomatique, du point de vue politique, du point de vue et même intellectuel du départ, je n'étais pas là. La plupart de ceux qui étaient là, c'était des inconnus au bataillon, comme je dis. C'est-à-dire des gens qu'on a recrutés sur Internet, qui n'ont jamais participé à la lutte pendant la période de la vache maigre. Alors venons-en au problème, à Minembwe. Vous étiez le tout premier à avoir signé pour que Minembwe soit érigé en commune rurale, qu'il change son identité administrative. Il faut souligner, rendons à César ce qui est à César, et à Ilunga, si vous voulez, à Dieu, ce qui est à Dieu. Les Congolais rwandophones de Minembwe ont joué un rôle majeur. Ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup d'affandés, comme on les appelait là-bas, ceux qui commandaient les bataillons. Ces compatriotes, nombreux, avaient tous quitté pratiquement à leur colline pour rejoindre des Goma. Nous avions, je crois, et j'ai discuté avec Kara, ils revendiquaient des avantages du fait de leur apport physique, intellectuel, et même dans la guerre, comme je vais de vous dire. Bon, je comprenais parfaitement quand j'étais président les revendications d'avantages
il fallait restituer les traités peut-être avec un peu plus d'égard parce qu'ils étaient nombreux. Et moi, je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'ils bénéficient de quelques privilèges. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Moudoumbi, ministre de l'Intérieur, et Karaha et d'autres camarades de Minembwe ont élaboré un projet sans que le président ne le sache, sans que le gouvernement, je dis, nous avions un gouvernement, en discute. Et ce projet, c'était le découpage du Sud Kivu. Peut-être le découpage avait des arrière-pensées de créer ce territoire. J'imagine que lorsqu'ils discutaient entre eux, sans que je le sache, ils craignaient que je m'oppose à la segmentation du Sud Kivu, parce que ce projet-là ne concernait que le Sud Kivu. Et puis un beau jour, on m'apporte une ordonnance que je devais signer parce que on avait découpé. Calais était divisé en morceaux et on avait créé un territoire de Minembwe. Le gouverneur de Sud Kivu était sans doute au courant, mais il n'a jamais eu la délicatesse, l'intelligence de m'en parler. Je suis mis devant un fait accompli. C'est une stratégie du fait accompli que nos amis utilisaient souvent. Et à Goma, nous avions une expression quinoise qui disait Motonamutu na Rwande naye. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avait un parrain à Kigali. Donc, moi qui connaissais quand même la situation, j'étais président. Quand j'ai constaté que ce projet était élaboré, j'ai tout de suite compris que Kigali était au courant. Il était hasardeux de s'opposer à ce projet-là. Mais je savais, parce que je venais de signer les accords de Lusaka. J'étais en train de préparer les dossiers pour aller à Sun City. Et d'ailleurs, j'ai vu le camarade Mbata ici, avec qui on a travaillé à Sun City pour élaborer les accords de Lusaka, de cessez-le-feu, et les dossiers concernant le partage du pouvoir après cet accord. Donc, la stratégie du stress occident générant des crises. Une stratégie du fait accompli. Et l'utilisation des alliés par des coups de fil, etc. Ce serait peut-être mieux. Par exemple, un jour, on me dit qu'il faut signer la nomination de Mme Kitembwe comme gouverneur à Kindu. J'ai dit aux alliés, c'est un pays musulman. Le Kindu se plaint des musulmans. La femme n'a pas beaucoup n'est pas très estimée. Elle ne fera pas longtemps, elle aura des problèmes. Rien à faire. J'ai dû signer. Mais 6 mois après, Kitembwe avait fui.
Donc c'est pour vous dire, si je raconte tout cela, c'est pour vous dire que lorsque j'ai été amené à signer le territoire de la création du territoire de Minembwe, je savais que les Alliés étaient certainement d'accord et il ne m'était pas nécessaire de m'opposer, d'autant plus que c'était le Sud Kivu uniquement. Tout notre territoire, on occupait la moitié du pays. Et comme cette segmentation concernait uniquement le Sud Kivu, j'ai obtempéré. Alors, docteur Iluka, vous étiez dans l'AFDEL, vous avez chassé Mobutu du pouvoir. Avec le RCD, vous êtes allé à Sun City, vous avez signé des accords. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore des non-dits? Vous-même, vous parlez que peut-être il y avait des intentions cachées derrière tous les comportements que vous aviez, vous viviez de vos alliés. Est-ce qu'il y avait encore, parce que jusqu'à présent, les problèmes réapparaissent? Est-ce que vous pensez qu'il y a des non-dits autour des accords ou bien des traités que vous aviez avec vos alliés? Dès le départ, dès la première guerre, j'étais à Kigali. Dès le départ, le président Bizimungu avait fait une déclaration qui m'a fait sursauter. Il dit, maintenant nous allons reconsidérer les frontières. Or, vous savez que l'Union africaine, en 1963, avait dicté, avait imposé que les lignes, les frontières, l'intangibilité des frontières, après les indépendants. Cette déclaration avait déjà suscité des soupçons. Mais j'ajoute que le Rwanda était un protectorat belge après la Première Guerre. Est-ce que les Belges ont déplacé les bornes à notre ignorance? C'était possible. Que le président rwandais puisse soulever cette question en le sachant, bon, ça violait un peu les règles de l'UA, mais c'était un signal pour nous préparer à des difficultés à venir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je vous dirais que cette période était une période complexe. Le gouverneur de Goma avait des self-défense, une armée parallèle. On les appelait les self-défense, qui ne dépendaient pas de notre direction, de l'état-major de notre armée, dirigée par Ondekane. Il y avait dans le Sud Kivu une formation qu'on appelait Moudoudou 40. Des gens qui étaient armés, par qui n'étaient contrôlés ni par l'administration territoriale, ni par notre armée. Mais tout cela suscitait des interrogations, des intentions véritables de la présence de ces forces parallèles. Docteur Ilunga, nous allons peut-être atterrir par là, mais j'aimerais vous poser la toute dernière question. Plusieurs fois, je vous ai entendu dire que vous vous êtes retrouvé au Rwanda sans savoir pourquoi vous étiez là. Et c'est le même langage qu'on attend aujourd'hui. Beaucoup se sont retrouvés à la cérémonie de la création de Minembwe comme commune rurale. Ils disent qu'ils ne savent pas comment ils étaient là.
Est-ce qu'à tout moment, c'est toujours le jeu de vos alliés, ils vous amènent sans savoir pourquoi on vous amène quelque part? Et que direz-vous prochainement au comportement des autres politiciens dès qu'ils sont appelés quelque part par vos alliés? Bon, je dois quand même rectifier un peu ce que vous dites. Il faut dire que pendant notre impérium, nous avons pris certaines mesures administratives pour faire fonctionner un territoire, la moitié du pays. On ne pouvait pas gouverner ce pays-là sans prendre des dispositions, nommer des directeurs et réorganiser le pays. On pouvait prendre des mesures administratives, mais qui devaient faire l'objet d'harmonisation après la Sun-City. Ça, c'est la première chose. Et la création du territoire de Minembwe devait faire l'objet également de négociations dans le cadre des mesures prises pendant notre période. C'est ainsi d'ailleurs que nous avons, j'avais nommé Deogracia Surugwiza directeur général de l'OFIDA à Goma. Il est resté 15 ans ici. Donc ces mesures administratives pouvaient être reconsidérées, rediscutées avec le pouvoir réunifié. Mais vous parlez de la présence de ce qui s'est passé maintenant à Minembwe. Moi, je dois vous dire que il y a des lois. Je crois que tout à l'heure, vous aurez quelqu'un qui connaît mieux les lois constitutionnelles. Je crois qu'il y a eu des lois. Minembwe était un territoire. Rouberois m'avait demandé de l'accompagner chez le président Kabila pour que Minembwe soit reconnu territoire. J'ai répondu à Rouberois. Il était impossible dans les conditions de 2006, il était impossible que le président Kabila accepte le territoire de Minembwe dans la mesure où nous étions en période d'élection et que le Kivu était pratiquement le fief de Kabila. Kabila n'allait pas sacrifier, n'allait pas prendre le risque de se mettre sur le dos l'ensemble du Sud Kivu pour vous faire plaisir. Ça n'a pas réussi. Alors, maintenant, je crois qu'il a été nommé ministre de l'administration du territoire, je crois. C'est ça? Oui, exactement. Dans son rôle, dans ses fonctions, il était question de réorganiser le territoire. Mais pourquoi à Minembwe, d'abord au départ territoire, mais ça n'a pas été agréé, puis devenu commune. Il y a d'autres communes et des villes qui ont été créées. N'est-ce pas? Bien. Aucune commune n'est mise en cause. On ne conteste pas ce qui a été fait. Et c'est Rouberois qui l'a fait. Ce qu'on reproche à Rouberois, est-ce l'installation du maire? Est-ce la création, l'existence même de la commune dans ses limites actuelles? Est-ce que Rouberois n'a pas discuté tous ces problèmes au gouvernement? Est-ce que Rouberois aurait pris l'initiative d'aller à Minembwe sans avoir eu à débattre de tout cela avec le gouvernement? Justement, je ne crois pas. Docteur, ce sont des questions, vous l'avez dit tout à l'heure. Après vous, nous allons recevoir un constitutionnaliste, le professeur Mbata, qui viendra justement aborder toutes ces questions
nous vous disons merci d'être passé. Il y a tellement à dire et vous constituez toute une bibliothèque. On reviendra à vous pour continuer à creuser sur tous les problèmes parce qu'il y a d'autres aspects que nous n'avons pas évoqués. On reviendra très prochainement pour les dire. Mais c'est avec plaisir. Merci. Si je peux participer à éclairer notre peuple, puisque j'étais non seulement acteur, mais je suis citoyen. Voilà. Merci et on se dit au revoir. Au revoir. Et voilà, nous poursuivons cette émission et nous avons, comme nous l'avons annoncé, notre deuxième invité, le professeur Mbata. Vous le connaissez bien, il n'est plus vraiment à présenter et parce qu'on le connaît dans tous les médias et surtout ici à la RTNC. Bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, nous sommes autour de la question d'actualité, une question qui est dans toutes les lèvres et qui est sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le problème de Minembwe. Et vous, en tant que constitutionnaliste, sur le plan juridique, quelles sont les réalités? Comment on doit faire pour d'abord ériger une entité, changer son statut, qu'un village devienne un territoire, une commune, une ville ou une province? Bon, merci pour la question. Ce qu'il faut dire de prime abord, c'est que notre constitution, la constitution du 18 février 2006, parle effectivement des villes et des communes ou globalement des entités territoriales décentralisées. Et je crois que si vous lisez l'article 2, il vous dit carrément que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces en dehors de la ville de Kinshasa. Et en allant à l'article 3, et on nous parle, les articles qui suivent, on nous parle des entités territoriales décentralisées ou des subdivisions des provinces. Et là, le mot commune apparaît. Donc la commune, c'est l'une des entités territoriales décentralisées dans notre pays. Les autres sont la ville, le secteur et la chefferie. Donc voilà, globalement, la Constitution ne s'appesantit pas trop sur la commune. Elle laisse plutôt la matière à une loi organique. Et effectivement, lorsque cette Constitution a été adoptée, approuvée par référendum, promulguée le 18 février 2006, en 2008, le Parlement a voté une loi organique portant organisation, fonctionnement, composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport entre l'État et les provinces. Et cette loi-là, elle va plus en détail. Si vous lisez l'article 46, l'article 46 définit la commune. Et donc, le mot commune s'entend, donc, une commune plutôt dans notre pays, c'est ou bien le chef-lieu d'un territoire, ou bien une agglomération ou une autre entité d'au moins 20 000 habitants à laquelle le Premier ministre a conféré le statut de commune par décret, et ce décret-là doit avoir été pris sur proposition du ministre de l'Intérieur, c'est la deuxième condition. Et troisième condition, même quand le Premier ministre a conféré le statut de commune à une entité, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, cela doit se faire après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pas nationale, mais provinciale. Provinciale. Donc, je reprends globalement le contenu de l'article 46 de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées. Est appelée commune dans notre pays, 1. Chef-lieu du territoire. 2. Une agglomération ou une entité, attention, d'au moins 20 000 habitants. Il doit y avoir eu un décret du Premier ministre. Et ce décret-là ne doit pas avoir été proposé par n'importe quel membre du gouvernement, par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et attention, attention, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Et avis conforme signifie quoi? C'est-à-dire, l'Assemblée provinciale doit s'être prononcée favorablement pour une entité. Et on doit en tenir compte. Mais est-ce que, allons directement à la question pour dire, l'érection des Minembwe en commune est-elle légale? On va y arriver. Donc, dès lors que cette loi a été adoptée en 2008, il a fallu attendre 2013, s'il vous plaît, le 13 juin 2013, pour voir le Premier ministre signer le décret conférant le statut de commune à certaines agglomérations. Donc, il a fallu attendre 5 ans. C'était en 2013.
Et au terme, il y a eu environ 70 villes créées, environ 285 communes. Ça, c'était en 2013. Et après 2013, en 2015 exactement, le 22 juillet 2015, il y a eu un décret du Premier ministre qui a portant sur séance, dont on devait suspendre la mise en place des communes en 2015 pour des raisons, parce que l'Assemblée nationale en avait ainsi demandé. Et curieusement, le 30 mai 2018, cette fois-ci c'est un décret du Premier ministre Bruno Tshibala, et contresigné par le ministre Mova et le ministre Roubero, il était déjà là, le ministre de la décentralisation. C'est ce décret-là qui a levé la surséance et pour qu'on en arrive là. Sur le plan juridique, il faut dire, sur le plan juridique, il me semble que tous ces décrets, et du Premier ministre Matata, et du Premier ministre Tshibala, ont été pris en violation de la loi. D'abord en violation de la loi, pourquoi? Je ne sais pas, lorsqu'on vous parle d'une entité de plus ou moins 20 000 habitants, je ne sais pas où est-ce qu'on a fait le recensement dans les entités pour dire que cette entité, il y a 20 000 habitants. Je ne sais pas où on l'a fait. On est dans des estimations. Dans des estimations. Laissons. Il y a une proposition du ministre de l'Intérieur. Et puis, on se rend compte, après l'affaire de Minembwe, qui vient d'être, sur laquelle le chef de l'État vient de prendre des mesures, on se rend compte qu'il n'y avait pas avis conforme de l'Assemblée provinciale, s'il vous plaît. Et ça, c'est un élément majeur. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu ne s'est jamais prononcée favorablement pour l'érection de Minembwe en commune. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et les membres de son bureau, ils se sont rendus voir le président Félix Tshisekedi à Goma. Ils sont rentrés très satisfaits. Ils disent que la décision, ils n'ont jamais donné un avis conforme. Donc c'était, il semble, parce qu'il y a un parti politique, je ne le fais pas citer, il doit être connu, on a arraché des décisions. L'Assemblée provinciale, au moment où nous parlons, ce n'est pas le peuple qui s'exprime. Ils viennent de le dire il y a 48 heures, que c'était irrégulier. Donc voilà un peu comment on a fait évoluer les choses. Et lorsqu'on entend ce qui se passe, en réalité, le pouvoir actuel, le président Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Non. Parce que quand on prend le décret de 2013, on crée les communes, tous ceux qui font l'hypocrisie sur le plan juridique, mais ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient là, vous voyez les gens aujourd'hui se réveiller dans des déclarations, mais où est-ce qu'ils étaient en 2013? Est-ce qu'on ne pouvait pas attaquer ces décrets-là? On a créé des communes qu'on n'a jamais mises en exécution, mais curieusement aujourd'hui, on s'élève, on dit allons-y. Non seulement on s'élève, le coupable devient le président de la République, qui n'était même pas là. Non. Mais ce sont les personnalités du Sud qui il faut qu'ils parlent, parce qu'on connaît le nom. Qui crée le premier décret? C'est l'ancien Premier ministre Matata, il est là. Le ministre Mouyej de l'Intérieur qui avait proposé, il est là, il peut répondre. Lorsqu'on on lève la surséance, Bruno Tshibala est là, Henri Mova est là. Bon, curieusement, tous nos amis du PPRDFC que j'aime bien, mais ils étaient là. Ils étaient là, on viole la loi, parce qu'il n'y a pas eu, il vient de nous dire qu'il n'y avait pas avis conforme de l'Assemblée provinciale. On est un peu c'est un peu comme ça qu'on a évolué pendant ces 18 dernières années, en violant un peu la loi, et voilà un cas typique, où l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'avait jamais été consultée. Tout à l'heure, on recevait le docteur Ilunga, il nous a parlé d'une demande de certains alliés qui datent, qui ont contribué à l'effort de guerre, pour renverser un régime qu'il fallait nécessairement chercher à satisfaire. Est-ce que vous pensez que dans une république avec autant de communautés, il faut nécessairement répondre ou satisfaire une seule communauté? Non, mais vous savez, je connais le docteur Ilunga, c'est une forte personnalité, un homme d'objectivité et de rigueur, mais il a expliqué les choses en ce moment-là. En ce moment-là, il a parlé de Sand City. Et il dit vrai, c'est ce qu'il dit est vrai. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lequel? Répondre à une caprice d'une communauté. Le problème, ça, c'était dans le temps. Et après, nous nous sommes mis d'accord à Sand City. Cela ne passe plus, on ne peut plus en parler. Évidemment, le docteur essaie de rappeler l'histoire. Pour nous, c'est la Constitution. Nous, peuple congolais, c'est ça la Constitution qui nous régit. Il l'a dit. Oui, c'est ça le texte. Et dans ce texte,
On a dit ce que c'est qu'on entend par une commune et comment on a dit qu'il faut une loi organique pour la composition, l'organisation, le fonctionnement des communes. On a adopté la loi et la loi vous dit quelle entité est-ce qu'on peut considérer comme une commune. C'est ça qui nous régit désormais. Donc, s'il faut revenir sur le fond des choses, ces décrets, une dizaine de décrets signés en un seul jour, par le Premier ministre Matata, une dizaine, 13, 0, 20 jusqu'à 30, et qui créaient autant de... Ces décrets, donc, avaient été pris d'une certaine manière en violation de la loi, parce qu'il n'y avait pas d'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Et ici, dans le cas typique, c'est le Sud Kivu qui vient de nous révéler lui-même qu'il n'y avait jamais eu d'avis conforme. Et le chef de l'État venait de prendre la mesure de surseoir à l'application de ce décret et puis la mise en place d'une commission d'experts composée de non-originaires. Et quelles seront les conséquences possibles après l'avis de ces experts? Bon, il faut d'abord dire, j'ai vu la presse, et je vois ce que disent les médias qui ont accablé le président de la République qui n'était pas là, mais je comprends qu'il assume, parce qu'il assure la continuité de l'État. Et malheureusement, Félix Tshisekedi se trouve un peu dans la position où des gens ont commis des torts, il devient le correcteur de torts. C'est ça, c'est la position dans laquelle il se trouve. La décision qu'il a prise, elle est justifiée, mais c'est lui. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui assure la continuité de l'État. Et une fois de plus, c'est clair que on a un seul chef de l'État, un seul. Ce débat-là est clos depuis de longs mois. On a un président de la République qui considère qu'il est, il a dit lui-même, le salut du peuple est la loi suprême. Il ne peut pas rester là parce qu'il n'était pas là, il doit intervenir. C'est ainsi qu'il avait pris la mesure de suspendre tout ce qui a été fait et de mettre en place une commission, une décision qui a été accueillie par tous les Congolais, et bien accueillie dans le Sud Kivu, dans l'ensemble du pays, et même parmi les Congolais de la diaspora, et de mettre en place une commission. Et ça, je crois que Félix Tshisekedi, président de la République, est en position de nous amener à une solution durable du problème du Kivu. Parce que pour la première fois, il dit on va mettre en place une commission des experts qui ne soient pas de la province. Parce qu'ici, dans le Sud Kivu, mais ce sont certains politiciens en réalité du Sud Kivu qui sont les tireurs des ficelles. Mais les gens ont fait des conflits de l'Est un fonds de commerce politique. Pour survivre en politique, des généraux, même des guerres qu'on voit à l'Est, les gens vivent de ça. Donc le problème du Kivu, ça devient un business politique pour certains politiciens. Et pas tous du FCC, mais effectivement, curieusement, la plupart se recrutent de ces regroupements politiques. Donc c'est une décision majeure, parce que pour bien résoudre le problème du Sud Kivu, il ne faut pas être juge et parti. Il ne faut pas être juge et parti. C'est sûr que lorsqu'on aura des scientifiques qui viennent de 25 provinces, bien identifiées, des personnes compétentes et bien qualifiées, qui vont objectivement là-bas peut-être, avec les soins du ministre de l'Intérieur, s'il faut la délimitation, mais l'Institut géographique du Congo, puis les GPS, tout ça c'est bien organisé, on peut bien délimiter ces communes et ces entités pour qu'on mette effectivement un terme à ce problème. Et non seulement Minembwe, mais toutes, parce que dans le Kivu, il y a une quinzaine d'entités, il faudra mettre un terme à ces conflits et pour que notre pays puisse effectivement jouir de la paix dont il a besoin. Et ici, il faut être clair, et le président l'a dit à plusieurs reprises, et nous l'avons redit, il n'y aura pas de balkanisation du Congo. Minembwe comme Minova sont partis du territoire national et nous n'allons pas tolérer. Et ce message est clair, on l'a dit plusieurs fois. On ne va pas tolérer qu'on perde un mètre carré. Ça n'arrivera pas. Professeur, il s'agit aussi quelque part d'une communauté, je ne sais pas, qui ne se sent pas trop à l'aise ou bien qui voudrait se sentir à l'aise par rapport à cet acte de la création d'une entité propre. Non, mais vous savez, cette entité à Minembwe ou ailleurs, j'ai d'abord beaucoup d'amis à Minembwe. Donc, c'est-à-dire, nous, compatriotes qui sont à Minembwe, nous sommes tous soumis à cette constitution. Quand vous êtes Congolais, vous avez des droits et vous avez également le devoir des devoirs. Je suis Congolais, j'ai des droits et des obligations, c'est la même chose pour tous. Et cette constitution protège les droits de tous. C'est l'une des meilleures constitutions du continent. C'est l'une des meilleures. Parce qu'elle ne protège pas seulement les droits individuels, civils et politiques, socio-économiques et culturels, mais cette constitution protège également les droits des groupes et les droits des communautés. Cette constitution, il n'y a pas autre chose.
Il n'y a pas une communauté qui doit se sentir non, par cette constitution les protège. Ceux qui sont à Minembwe, ils sont protégés par cette constitution. Et ils doivent, donc, Congolais, ils doivent se soumettre également aux obligations comme citoyens congolais. Donc, ils sont protégés. Mais attends, je vais vous dire une chose. Il y a un chercheur qui disait, on parle trop de tribalisme et d'ethnicisme dans nos pays. Quelqu'un disait ceci, le tribalisme ou l'ethnicisme n'a jamais été un problème jusqu'au moment où les politiciens en ont fait un problème. Parce que nos populations vivent ensemble. Vous avez par exemple l'Angola, nous avons des communautés qui sont à cheval. Vous avez à l'Équateur qui sont à cheval avec la Centrafrique, ou à cheval même avec le Soudan du Sud, et même avec la Zambie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de problèmes que dans le Kivu? Le tribalisme n'a jamais été un problème, il est devenu un problème lorsque les politiciens en ont fait un problème. Parce que, et vous voyez tout ce qui se passe dans le Kivu, et d'ailleurs dans d'autres parties du pays, il y a ces politiciens qui en ont fait un fonds de commerce. Donc je dis une fois pour toutes, du moins à mon niveau, nos compatriotes, eux qui se protègent, ils sont protégés. Minembwe, Minova, Uvira font partie du territoire congolais. Nous n'allons pas tolérer un seul mètre carré qui partent à l'étranger. Et le président Félix Tshisekedi a pris, à mon avis, l'une des meilleures décisions depuis que ce problème existe. L'une des meilleures décisions pour que finalement on puisse arriver à une paix durable. Professeur, je pense que c'est ça votre dernier mot pour qu'on se sépare. Bon, je pense que c'est mon dernier mot. J'ai tenu à préciser. Vous savez, vos émissions sont toujours aussi pédagogiques. Oui. Donc la commune est prévue, elle est créée par mais il y a des conditions. Dans le cas d'espèce, toutes les conditions n'ont pas été remplies. Et j'ai souligné que le président Félix Tshisekedi a pris la meilleure décision. C'est un peu le correcteur des torts que les autres ont fait pendant 18 ans qui viennent de corriger. Qu'est-ce que vous voulez, il est président de la République. Il a mis en place une commission. Et je formule le vœu que cette commission, qui doit travailler d'une manière neutre, indépendante, sans parti pris, cette commission va nous aider à avoir une paix durable dans le Sud Kivu et dans le reste, dans l'Est du pays. Voilà, il ne nous reste qu'à vous dire merci d'être passé avec tous ces éclairages sur ce plateau. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous avez suivi Dr Ilunga, vous avez suivi Professeur Mbata et vous avez suffisamment eu des informations. Nous n'allons pas nous arrêter là et nous reviendrons pour d'autres aspects qui concernent toujours la vie nationale, surtout les Kivu. Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a autant de problèmes qu'il faut à tout moment que l'opinion soit éclairée par rapport à cela. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Voilà.